Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rédaction d'ADN, comme tous les vendredis de 12h à 12h30 pour l'émission Tendance. Cette semaine, nous avons décidé de vous parler d'océan. Pourquoi? Parce que depuis le mois de février dernier, l'UNESCO a lancé la décennie d'action pour protéger les océans. Alors, l'objectif de l'Agence des Nations Unies est assez simple. Il s'agit de mettre en œuvre tous les efforts pour protéger les océans partout dans le monde. Au début du troisième millénaire, nous dit Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, l'océanographie a la capacité d'identifier les problèmes et de proposer des solutions à condition de cesser de négliger sa contribution. Donc, problème d'un côté, solution de l'autre, c'est tout l'enjeu de cette décennie. Comment résoudre les problèmes de l'océan et jouir de sa capacité à aussi être un vecteur d'innovation. Ce qui est certain, c'est qu'avec cette pandémie mondiale, notre fascination et notre goût pour les océans ne faiblit pas. C'est ce que nous allons voir avec l'équipe de l'ADN. Je suis ravie aujourd'hui d'être entourée de Carolina Thomas, qui nous parlera de notre appétit pour l'océan et de ce goût pour cette forme de tourisme. Emmanuel Chirache reviendra avec nous sur les aventuriers qui décident de faire de l'océan leur nouveau mode de vie. Mélanie Rosen nous racontera le documentaire de Netflix Seaspiracy qui revient sur les états des lieux, sur un état des lieux et des problèmes autour des océans. Et Sandrine Cochard reviendra sur les expérimentations autour des innovations autour des océans. Merci à tous d'être présents. Je crois que vous avez une certaine habitude des interfaces de ce type. Donc, vous avez le chat sur lequel vous pouvez interagir avec nous et aussi entre vous. Et vous avez également la colonne questions. À partir de 12h20, on prendra les questions que vous voudrez bien nous poser. C'est avec toi, Carolina, qu'on commence. Carolina, dans le cadre d'une enquête, tu as travaillé avec Kantar Media, Kantar, pour réaliser une enquête auprès des Français, savoir quelles étaient leurs motivations autour des vacances pendant cette période très spécifique de pandémie, et notamment en zoomant sur cette spécificité de vacances autour de la mer. Donc, de quoi les Français ont envie en matière de tourisme et est-ce qu'il y a une spécificité autour du tourisme de la mer? Alors, bonjour Béatrice, bonjour à tous. Alors, effectivement, on a bien compris 2021 est cette année très particulière en matière de vacances également, celle qu'on tente de prévoir, tant bien que mal, mais aussi celle auquel on rêve. Et oui, on a fait avec Kantar une étude sur les aspirations vacances des Français et en regardant bien les chiffres qui émergent, on comprend pourquoi la mer et l'univers du nautisme en général cochent vraiment beaucoup de cases de cette époque. Donc, on a une société qui est sous tension sanitaire, économique. Et en fait, partir en week-end ou faire des projets de vacances, c'est l'activité qui nous manque le plus, à 68%. C'est bien devant les soirées entre amis, c'est bien devant les soirées, les sorties au spectacle ou au bar. Donc, vraiment, il nous tarde de nous retrouver entre proches, il nous tarde de nous recentrer sur l'essentiel et d'échapper, de s'extraire de cette situation. Et quand on va plus loin, on demande aux Français, hors de toute contrainte sanitaire, quelles sont vos vacances fantasmées? Ben, pareil, il n'y a rien qui aille vraiment du côté de ce qu'on appelle le revenge travel. On veut juste revenir à l'essentiel. On veut juste que ce soit comme avant pour 50% des Français et à 42% avec la famille, avec les proches. C'est devant le choix, par exemple, d'une destination inconnue. Donc, cette quête de lien, évidemment, elle est là. Mais ce qui est aussi assez présent, c'est la recherche d'autonomie. C'est le critère numéro 1 pour 57% des Français quand ils recherchent un hébergement. On veut être ensemble, mais on veut être entre nous quand même. Donc, l'autonomie, l'indépendance. Et enfin, on a la quête de plein air, retrouver la nature. 46% des Français aimeraient pratiquer cet été des activités outdoor et 21% vraiment spécifiquement aimeraient pratiquer des activités nautiques. Donc ça va du bateau au surf, en passant par la plongée, etc. Donc retour à l'essentiel, proximité avec la nature et les éléments, quête d'indépendance et d'autonomie. On comprend bien pourquoi la mer, l'eau, la pratique du bateau et du nautisme, ça coche quand même pas mal de cases.
Oui, parce que quand on parle activité nautisme, on s'imagine le petit quillard qui prend la mer, mais c'est pas ça. C'est pas que ça, les activités nautiques. Ça n'est pas que ça, effectivement, ça n'est pas que le bateau, c'est une source d'activités outdoor qui vont Mhm. effectivement du canoë-kayak en passant par le stand-up paddle, le bodyboard, le surf, le kite. Par exemple, ce bon vieux canoë, c'est une envie pour 18% des Français cet été, voire même plus de 30% chez les moins de 35 ans. Alors, j'en parlais avec un opérateur de vacances nationales qui m'expliquait que justement, par rapport à ces nouvelles aspirations, eux aussi, ça leur demande un travail pour justement rendre toutes ces activités moins techniques ou en tout cas plus accessibles à l'âge de chacun, au niveau de chacun, pour qu'on puisse tous les pratiquer ensemble, en Mhm. fait, et vivre ces moments ensemble. Tu me disais aussi qu'il y avait un désir, alors peut-être un peu plus patrimonial, d'accéder à la propriété d'un bateau. C'est un peu dans l'élan, j'imagine, de ce désir de quitter la ville, d'être toujours plus présent et relié aux éléments. C'est quoi la tension qui fait Alors, qu'on a plus envie d'acheter un bateau? patrimonial, peut-être pas, parce que justement, 87% des Français savent bien que posséder un bateau, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Mais en tout cas, 15% des Français étaient d'accord avec l'idée, voilà, si on leur dit est-ce que ça vous dirait d'avoir un bateau à moteur ou à voile, 15% voilà, regarde ça d'un œil plutôt bienveillant. Et c'est pour ça que quand on met les deux en tension, 45% des Français trouvent que la location, c'est plutôt un bon compromis. Mais si on va effectivement plus loin, et pour ceux qui passent à l'acte, qui décident d'acheter un bateau, pareil, on a eu la chance d'animer une table ronde sur ce sujet-là il n'y a pas très longtemps. Il y avait un panéliste qui opère sur vraiment un marché de niche qui est ce qu'on appelle des bateaux de grande croisière, aussi appelés bateaux de voyage. Donc vraiment, c'est quand le loisir devient un projet de vie, quand on embarque sa smala sur un bateau et autour du monde, il me disait des choses qui étaient hyper intéressantes parce que un peu contre-intuitives justement par rapport à ce qui s'est passé pendant la crise. C'est-à-dire qu'il me racontait que quand la pandémie est arrivée au printemps dernier, comme tous, on a eu cette espèce de sidération psychologique et économique aussi, et il était déjà en train de projeter un effondrement total de son activité sur un pattern proche de la crise de 2008. Et en fait, une fois que la sidération s'est un peu levée, comme cette espèce de brouillard mental s'était un peu levé, il a vu arriver une nouvelle catégorie de clients qu'il n'avait jamais vus, des gens qui avaient fait des market research en ligne et qui, à la faveur du confinement, s'étaient décidés à passer à l'acte. Et donc, il s'est retrouvé avec une nouvelle clientèle très décidée, avec des cycles de vente plutôt courts. Alors, on parle quand même de budgets qui vont entre 500 000 et 2 millions d'euros. Hein. Mhm. C'est pas c'est pas un petit investissement du tout. Et des gens très décidés au point où ça l'obligeait à revoir complètement son parcours de vente au prisme du digital et même parfois avec une forme de regret. C'était drôle d'ailleurs parce que c'est un métier où il y a beaucoup de rituels. Donc, la commande, la configuration du Mhm. bateau, la visite du chantier naval, le closing, etc. Donc, vraiment des rites ouais, il y avait une forme de nostalgie quand Ok. il se retrouvait dans les chantiers Mhm. avec son ordinateur. Ok, donc on voit ce désir de nature, ce désir d'autonomie. C'est des choses que vous suivez beaucoup, Emmanuel, dans 18h39, le média dont tu diriges la rédaction. Vous allez souvent à la rencontre des gens qui font des choix de vie assez différents. Alors sur Terre, souvent, avec ce côté nomade de la tiny house, du van aménagé. Qu'est-ce qui se passe sur mer? Qui fait ce genre de choix sur les océans? Oui, bonjour à tous déjà. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est vrai que nous, on rencontre plein de gens qui, effectivement, expérimentent plein de types d'habitat, de modes de vie. C'est qu'en fait, le type d'habitat, il n'est pas forcément prédéfini. L'idée, d'abord, c'est de construire soi-même, c'est d'être autonome, c'est tout ça. Et dans un deuxième temps, après, on va décider soit une tiny house, soit un voilier, voilà. Mais c'est pas forcément tout de suite le choix du voilier qui est fait ou le choix de la tiny house. On fait un petit peu son choix à la carte, mais l'idée, c'est d'abord de savoir être autonome. Il y a quand même une bonne notion do it yourself là-dedans. Il faut savoir bricoler, il faut avoir envie de mettre
un petit peu la main à la pâte. La seule différence avec le bateau, c'est que là, effectivement, il y a un petit côté technique. Il faut savoir naviguer, passer un permis bateau. C'est un petit peu la seule différence que je noterais, parce que sinon, on est sur des budgets un peu similaires, on est sur une envie qui est similaire, et que la pandémie a beaucoup accéléré. La tendance, elle était déjà là, mais c'est clair que la pandémie a donné des envies d'ailleurs aux gens. Beaucoup des gens, évidemment, souvent jeunes, mais pas que. Donc, on a, nous, cet exemple, on a des couples, on a des familles, et on a par exemple l'exemple d'Émilie, qui est une jeune Belge qui était expatriée en Australie, et qu'on a rencontré, enfin, on l'a rencontré du coup à distance, et qui nous a un petit peu expliqué, elle, son histoire. On peut peut-être la voir d'ailleurs, Émilie. Voilà. Je m'appelle Émilie, j'ai 23 ans et viens de Belgique. Depuis 3 mois, je vis sur mon bateau de 8 mètres que j'ai rénové pendant 7 mois. Bienvenue à bord. Voilà, bon, ça fait envie quand même. Donc, Émilie, oui, elle a vraiment exactement le profil qui nous intéressait. C'est-à-dire que c'est vraiment pendant la pandémie qu'elle a sauté le pas. Elle avait envie, à un moment, elle avait réfléchi à un van. Mais elle s'est dit, bon, un van, quand même, ça pollue plus qu'un bateau. Parce que, voilà, évidemment, ça consomme de l'essence. Et donc, elle avait cette idée du voilier où, là, pour le coup, on peut être un petit peu plus autonome en énergie. Elle a des panneaux solaires, etc. Et elle a mis vraiment la main à la pâte, elle a tout rénové. Le chantier, il a duré 7 mois. Elle a mis un budget qui est un peu similaire à peut-être un petit peu moins cher qu'une tiny house, mais elle a moins d'espace aussi dans une tiny house. Et elle a refait sa cuisine, elle a refait sa déco. Elle a voilà, beaucoup bossé dessus. Donc il y a vraiment cette idée qu'on se réalise à travers les travaux. Et sur un bateau encore plus, parce que sur un bateau, il faut bien voir que dès qu'il y a une petite avarie, un petit problème, si vous ne savez pas bricoler, c'est compliqué là. Vous êtes obligé de savoir un minimum réaliser des travaux, on va dire. Et tu me disais que la dimension changement de vie était évidemment très importante, mais c'était souvent relié à une dimension écologique et que cette dimension de laboratoire, de nouvelles expérimentations était hyper forte chez les gens qui font ce type de choix. Moi, j'ai un peu envie de comparer la mer à l'espace, parce que quand on étudie aussi comment ils habitent dans les stations spatiales, il y a toujours cette idée qu'on a des ressources très rares, et dans la mer, c'est un peu la même chose. On est dans un espace de contingence, et donc du coup, on est obligé de vivre un petit peu en circuit fermé. Et donc, on le sait, les astronautes, ils ont beaucoup inspiré les gens, les ingénieurs, et c'est pareil aussi avec les bateaux. On a un des pionniers un peu du genre, c'est Corentin de Châtel-Perron, qui était parti avec un voilier, un catamaran nomade des mers, un peu faire le tour des innovations low-tech. La low-tech, c'est vraiment ce qu'on appelle aussi la technologie, on va dire, intermédiaire. C'est-à-dire c'est vraiment des technologies faites avec les conditions locales, hyper écolo. Et donc, voilà, Corentin de Châtel-Perron, il est allé justement expérimenter, il rencontrait les gens et les expérimenter ensuite sur son catamaran. Donc voilà, on voit, il peut y avoir des potagers en hydroponie, il peut y avoir des éoliennes un peu particulières, des fours solaires. Donc lui, ça a été un des premiers à le faire. Et donc, ce laboratoire, finalement, les gens s'en sont beaucoup inspirés. On a vu aussi un couple de Français, nous, qui est parti, qui est une association qui s'appelle Green Sailing. Et pareil, l'idée, c'est vraiment d'expérimenter l'autonomie en bateau, d'avoir des panneaux solaires, ils ont des poules aussi dans le bateau, ils ont un lombricomposteur. Donc on est aussi autonome en aliments. Ils ont préparé vachement de nourriture qu'ils ont mis dans des bocaux. Donc c'est vraiment, on expérimente cette espèce ces contingences qu'on a en imaginant le plus tard possible, mais qu'un jour on vivra ces contingences également, nous, sur Terre. Peut-être que voilà, l'eau est une ressource qui devient de plus en plus rare. On parle de plus en plus du gaspillage de l'eau, même en France. Et du coup, effectivement, ces modes de vie qui nous paraissent peut-être un peu avant-gardistes, un peu lointains, au final, peut-être que c'est ce qui nous attend, nous, dans quelques années. En tout cas, c'est l'expérimentation de modes de vie un peu différents. Mélanie, tu as regardé l'un des derniers documentaires mis en ligne par Netflix, Seaspiracy, qui nous parle de la mer, des océans. Tout commence avec un Anglais qui s'interroge du pourquoi des baleines échouent sur les plages anglaises. Ouais, alors c'est un documentaire qui n'est pas forcément hyper réjouissant, je vous préviens d'entrée de jeu. C'est effectivement l'histoire d'un Anglais qui s'appelle Ali Tabrizi, qui donc se demande pourquoi est-ce que des baleines dont l'estomac est rempli de plastique s'échouent sur les côtes anglaises. Donc ce qu'il décide de faire, c'est d'agir à son propre niveau. Il n'utilise plus de paille, plus de coton-tige. Il organise des collectes sur la plage.
Et en fait, assez rapidement, dans son investigation, il s'aperçoit que la majorité du plastique qui est dans les océans, ce sont des filets de pêche abandonnés, y compris dans des zones qui sont censées être protégées. Donc il y a toute son interrogation, il se demande comment est-ce que c'est possible. Il part un peu à l'aventure, il voyage à travers le monde pour documenter un peu tout son parcours. Oui, c'est là qu'on va découvrir tous les problèmes dont on parlait au début de l'émission, les problèmes écologiques. Alors, on en connaît certains, la surpêche, cet océan de plastique. Qu'est-ce qu'on va découvrir avec ce nouveau documentaire? Alors honnêtement, il est très dense, hein. Il dure 1 heure et demie et il y a beaucoup d'informations qui sont brassées pendant ce temps. Moi, j'ai appris plusieurs choses, notamment des histoires de corruption ou du moins de financement un peu douteux. Ali Tabrizi s'étonne de voir figurer nulle part sur le site d'une des plus grandes associations de lutte contre le plastique dans les océans cette histoire de filet de pêche. C'est écrit nulle part. En fait, ce qu'il découvre, c'est que cette association est financée par un label de pêche responsable. Je mets des guillemets parce que c'est un label qui est censé garantir que le poisson qu'on mange est issu d'une pêche donc responsable, qui n'endommage pas les fonds marins et qui ne capture pas d'autres espèces. Sauf que cette entreprise se rémunère au nombre de labels distribués et n'a pas les moyens de contrôler les marques qui en bénéficient. Donc, aucun intérêt pour l'association de dire aux gens que la pêche est responsable d'une partie de la pollution. Un autre sujet, alors ça concerne plutôt la malbouffe. On a tendance à imaginer que le poisson, c'est très bon pour la santé. Bon, là, on le savait déjà un peu, mais il y a effectivement la présence de microplastiques dans les organismes des poissons. Il y a aussi des histoires de mercure. Et alors moi, ce que j'ai appris et que je ne savais pas, c'est que le saumon n'est pas censé être rose. Enfin, la chair du saumon n'est ni orange ni rose. En tout cas, les saumons d'élevage sont plutôt gris. Donc Ali Tabrizi va visiter une de ces fermes d'élevage et s'aperçoit qu'en fait, on propose aux industriels qui achètent ces saumons un catalogue avec des différentes couleurs pour peindre les poissons au goût du consommateur. Donc c'est assez bizarre, un peu comme on irait choisir son papier peint, on choisit la couleur du saumon qu'on va manger. Un autre aspect qui est assez dramatique et qui concerne plutôt un volet social, c'est la pratique de l'esclavage en pleine mer, donc notamment dans les eaux thaïlandaises. Le journaliste se rend compte qu'il y a près de 50 000 bateaux en fait, qui pratiquent la pêche dans ces eaux thaïlandaises et qu'une grande partie emploie des hommes de force dans des conditions qui sont vraiment inhumaines, évidemment sans les rémunérer et parfois avec des dérives qui vont jusqu'à des condamnations à mort, enfin des mises à mort plutôt, en jetant par-dessus bord les employés qui seraient, enfin les esclaves qui seraient en désaccord avec les capitaines. Et enfin, un dernier lien qui est soulevé et que j'aurais moi personnellement jamais soupçonné, c'est celui entre la surpêche et des maladies qui n'ont rien à voir avec la consommation de poissons. Les équipes du documentaire partagent des études, qu'on va vous partager aussi dans le chat, des études scientifiques qui expliquent que dans les communautés pauvres où le poisson se raréfie, on observe une consommation d'autres animaux, de viande qui n'est pas forcément apte à la consommation et qui permettrait notamment d'expliquer en partie l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Oui, donc on voit l'impact tout à fait réel sur Terre des dérives sur mer. On a quand même 2-3 entreprises qui travaillent très activement à agir sur les problèmes de l'océan. On peut reprendre l'exemple d'Interface. Oui, alors c'est un exemple qui est assez original parce que Interface, à l'origine, enfin pas à l'origine, Interface est une entreprise qui fabrique des moquettes, des dalles de moquettes de bureau. Donc on peut se poser la question entre la protection de l'océan et Interface. En fait, ce qui se passe, c'est que le nylon des filets de pêche est fait de la même manière que les dalles de moquette. Donc Interface fait partie d'une initiative qui s'appelle Networks, qui est en partenariat avec la Société zoologique de Londres. Ce qui se passe, c'est que dans de nombreux pays, les pêcheurs n'ont ni le temps ni les moyens de récupérer les filets abandonnés. C'est une activité qui n'est pas du tout rémunératrice. Donc, en Indonésie, aux Philippines et au Cameroun, les équipes d'Interface et de la Société zoologique de Londres payent les communautés de pêcheurs pour récupérer les filets usagés et abandonnés. Ils sont ensuite recyclés et fabriqués en nouvelles dalles de moquette. C'est un mouvement qui est plus global, qui s'appelle Next Wave. Et on retrouve d'autres entreprises qui participent activement à la lutte contre la pollution marine, à l'instar de Dell, Hewlett Packard ou General Motors.
Ok, merci Mélanie. Sandrine Cochard, tu es spécialisée sur les nouvelles technologies et tu as beaucoup étudié les nouvelles formes d'innovation qui viennent depuis la mer. Tu me parlais des technologies de rupture, l'IA, l'IoT. Qu'est-ce que l'on découvre en travaillant avec les océans? Ton micro est coupé, Sandrine. Excusez-moi. Bonjour à tous. Effectivement, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le edge computing et la 5G ouvrent l'ère du bateau intelligent, avec toujours plus de technologies embarquées. Et demain, le capitaine du navire sera peut-être, eh bien, une intelligence artificielle. En tout cas, on a un bel exemple avec le Mayflower d'IBM qui devrait prendre la mer le 19 avril prochain pour traverser l'Atlantique. C'est un navire qui est totalement autonome et je vous propose de le découvrir dans cet extrait vidéo. Waypoint 83. New radar contacts detected. Power AI vision and AIS systems active. Warning. Hazard detected. All stations, this is CS Mariner on Channel 16. There is a hazard to navigation from lost shipping containers. Course change required. Routes available to the northwest and south. Alors, tout à l'heure, Emmanuel faisait le lien entre la mer et l'espace. Là, on le voit bien. Hein. Oui, là, ça ressemble à de la science-fiction, mais donc il faut bien comprendre que ce navire, qui aurait dû être mis à l'eau en fait en septembre dernier, va bien prendre l'eau le 19 avril prochain, donc pour retraverser l'Atlantique. Il s'appelle le Mayflower, il s'inscrit, donc il va refaire la route depuis Plymouth en fait et refaire le trajet du Mayflower originel qui était parti en 1620. Juste quand vous voyez cette petite vidéo, moi j'avais envie d'être un petit peu curieuse et de voir avec notre audience, de vous proposer un petit sondage pour savoir si, et vous, est-ce que vous seriez prêt finalement à embarquer sur un navire autonome? Nicolas va vous mettre le sondage et si vous pouviez répondre, c'est juste pour voir un petit peu quelle est votre sensibilité sur le sujet. D'ailleurs, demain, il y aura de plus en plus d'IA. Les professionnels, les experts prophétisent déjà des IA dotées de multiples sens pour une meilleure compréhension à la fois de leur environnement et donc plus de sécurité dans les déplacements. Il y a une autre innovation aussi qui promet de transformer un petit peu le secteur, c'est ce qu'on appelle l'hyper accurate positioning. C'est le règne de la position extrême. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la précision d'un GPS, c'est entre 5 et 10 mètres. Avec ces nouvelles technologies de positionnement hyper précis, cette précision serait ramenée à quelques centimètres, voire quelques millimètres. Donc ça ouvre de grandes possibilités, de nouvelles possibilités en termes de voitures autonomes, bateaux autonomes, de robots de livraison, d'avertissement de glissement de terrain, mais également de localisation pour les secours, notamment en mer. Comme Emmanuel en parlait, mais on a vu aussi pendant le Vendée Globe, pour récupérer un marin, ce serait beaucoup plus simple. Une troisième innovation clé qui émerge et qui pourrait avoir des applications concrètes également dans le domaine de la navigation, dans le secteur nautique, c'est la réalité augmentée. Elle est beaucoup utilisée en industrie, alors notamment pour apporter une assistance numérique, mais également pour former des équipes dans un environnement virtuel. C'est ce qu'avait fait Sanofi avec une entreprise qui s'appelle Jungle VR. Ils avaient formé en fait des opérateurs avant même que l'usine soit construite. Donc tout ça dans un environnement virtuel. Ça permet aussi de réaliser des contrôles de qualité, c'était ce qu'avait fait Renault Trucks notamment. Et sur l'eau, donc on pourrait tout à fait imaginer un système d'assistance à distance où on pourrait guider les plaisanciers en cas de panne pour des opérations simples de maintenance, par exemple. Et dans le secteur nautique, il y a quand même un vrai laboratoire d'innovation qui s'appelle le Vendée Globe. On l'oublie trop souvent, mais c'est là que sont expérimentées beaucoup de choses. Il y a 2 innovations à retenir de l'édition 2020. Oscar, qui était un système de caméra pour repérer les objets à la surface de l'eau et éviter les collisions. Et aussi, on a beaucoup vu des bateaux avec des capteurs à fibre optique pour compléter l'assistance déjà apportée par le pilotage automatique. Donc, on le voit vraiment, les océans, un laboratoire pour les nouvelles technologies, mais quid des innovations, du progrès qui pourrait être porté par un désir d'écologie peut-être plus marqué?
Oui, ben, alors, honnêtement, tous les acteurs de la mer sont déjà fortement sensibilisés à ces enjeux. Il y a des nouveaux matériaux sur lesquels ils travaillent. Alors, je pense notamment, encore lors du Vendée Globe, à Sébastien Destramo qui a présenté une casquette de protection en carton. Alors, c'est une vraie prouesse parce que si vous mélangez carton et eau, ça fait pas du tout bon ménage. Et donc, ils avaient travaillé sur ce projet et donc il a pu prendre la mer avec cette casquette en carton. Le surf aussi, c'est une discipline qui est extrêmement sensibilisée et depuis longtemps à l'écologie. Aujourd'hui, le surf travaille sur des nouvelles planches, par exemple en fibre de lin, en fibre de chanvre, de basalte, etc., mais aussi des chapes sans mousse qui seraient constituées de bois et d'aluminium. Dans les innovations aussi qui empruntent beaucoup aux enjeux durables, au Royaume-Uni, il y a des chercheurs qui ont mis en point un procédé pour permettre à des surfaces de s'auto-réparer. C'est un procédé qui en fait, c'est une substance en fait qui est proche du bitume, qui va se gonfler en fait au contact de l'air, ou sinon grâce à l'utilisation de bactéries. Et en fait, on voit des fissures qui se comblent en 28 jours grâce à la prolifération des bactéries comme ça. Il y a aussi une autre innovation que je trouve intéressante, ce sont des refroidisseurs radiatifs passifs. Ce sont de nouvelles surfaces auto-réfrigérantes qui nous permettraient de garder une température toujours inférieure à l'air ambiant. Et surtout, sur le principal point sur lequel tous les acteurs, mais tous les acteurs de la mobilité finalement travaillent, ce sont les nouvelles énergies. On travaille beaucoup à sortir en fait des énergies fossiles. Une des plus prometteuses, c'est l'hydrogène. On en parle beaucoup parce qu'elle est simple à produire, elle brûle sans émettre de dioxyde de carbone, elle est dense en énergie, elle peut être utilisée pour remplacer véritablement les carburants parce on peut l'avoir sous forme liquide. Il faut juste savoir qu'actuellement, 95% de l'hydrogène produit est encore gris. On a 5% d'hydrogène vraiment vert. Et donc, tout l'enjeu des prochaines années, c'est de le passer à l'échelle. On a quand même des innovations, des bateaux à hydrogène qui vont prendre la mer cette année. On a notamment un bateau qui s'appelle l'Innova 40, qui devrait être commercialisé cette année. Et on a un bateau qui s'appelle l'Ilias, qui lui partira un petit peu plus tard, à partir de 2023, et qui naviguera dans le golfe du Morbihan. Sur les nouvelles énergies également, on a un gros enjeu au niveau des batteries. Alors actuellement, on utilise quasiment tous des batteries en lithium, on en a dans nos smartphones. Ce sont également les batteries en lithium qui alimentent les véhicules électriques. Aujourd'hui, on travaille sur des batteries lithium nouvelle génération, donc des batteries lithium métal ou des batteries lithium soufre qui seraient moins chères, moins polluantes et qui permettraient surtout d'augmenter l'autonomie d'un véhicule électrique de près de 80%. Et pour la petite histoire, il y a aussi une équipe de chercheurs qui travaille sur des batteries sodium-ion, donc fait à partir de cristaux de sel. Oui, donc on le voit, en fait, toutes ces innovations ont évidemment un impact énorme. L'énergie, les batteries, tout ça, c'est quand même des gros chantiers principaux sur lesquels les questions climatiques et écologiques ont partie liée, quoi. Il est temps de passer aux questions, Sandrine. Je vais donc passer la parole à peut-être Emmanuel pour répondre à Marie. Est-ce que ceux qui changent la vie ainsi décident d'avoir un impact écologique, c'est-à-dire de porter un message particulier? Alors, je crois que tu évoquais quelques grands aventuriers de ce type de principe. Oui, on l'a un peu dit, mais oui, complètement. Même tous, enfin, il y en a très peu qui n'ont pas un message, ne serait-ce que déjà que de servir d'exemple, parce qu'eux-mêmes vont avoir un impact écologique très réduit, parce qu'en général, l'idée, c'est d'être résilient, de vivre en autonomie, de vivre de manière le plus harmonieuse possible avec son environnement. On a souvent des gens qui font des ateliers avec des écoles. C'est le cas du projet Horizon, d'un couple aussi dont on avait fait le portrait. C'est le cas de Green Sailing. À chaque fois, il y a des actions derrière, il y a des projets de sensibilisation. Donc, il y a toujours une notion pédagogique, ou en tout cas, et puis, comme on dit, de laboratoire. Corentin de Châtel-Perron, évidemment, l'idée, c'est de développer la low-tech et de mettre la high-tech au service de la low-tech aussi. Donc, c'est très, très présent, évidemment, chez tous les gens qu'on suit. On le voit présent du côté des individus qui font ce choix, et puis présent aussi du côté des industriels, comme tu le disais, Sandrine. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une démarche tout à fait proactive que d'utiliser les océans comme un laboratoire à ciel ouvert.
Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'est de faire converger, parce qu'il faut bien comprendre que là, on a beaucoup parlé de technologie, mais comment dire, la grande tendance, c'est comment être un peu plus éco-responsable, comment penser à des matériaux biosourcés, comment penser même la recyclabilité des matériaux. Donc, en fait, ces technologies servent aussi ce but, à la fois toujours plus de sécurité pour le skipper, mais aussi toujours moins d'empreinte carbone, notamment. Mhm. Mhm. Alors, je ne sais pas si on saura répondre à la question d'Éric, qui est très pointue. Les océans montent, l'eau se raréfie, la désertification avance. Quid du retraitement de l'eau de mer? Est-ce que, Sandrine, tu avais des choses là-dessus dans les évolutions qu'on a pu suivre? Alors non, je suis désolée, j'ai pas du tout étudié ce point-là. C'est pas remonté dans le travail fait ces dernières semaines. Emmanuel, est-ce qu'on sait comment se débrouillent nos aventuriers des océans pour gérer l'eau et son traitement? Bah oui, oui, il y a des. Enfin, après, oui, au niveau individuel, quoi, effectivement, il y a des désalinisateurs aussi low-tech, justement. Quentin de Châtel-Perron, il en utilise. Maintenant, beaucoup de gens en utilisent. Voilà, c'est évidemment aussi un des enjeux, c'est de pouvoir utiliser au maximum dans certains domaines, évidemment, l'eau de mer, voilà, pour la vaisselle, on pompe l'eau de mer directement pour la douche parfois. Après, oui, au niveau plus global, ça, j'avoue, je ne sais pas. Merci à vous pour ce moment que nous allons passer ensemble. Il est déjà 12h30, donc il est le moment de nous séparer. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous retrouvons l'équipe de l'ADN Média. Il sera question d'état modifié de conscience la semaine prochaine. Je vous remercie, Sandrine, Carolina, Emmanuel. On se retrouve ensemble le mois prochain pour une nouvelle émission ensemble. Merci à tous et bonne fin de journée.